Je dois d'abord remercier le réseau des journalistes économiques de l'Afrique de l'Ouest pour leur partenariat fructueux avec la CIA, en particulier le bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CIA. Nous sommes basés en Niamey et nous couvrons les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu, y compris le Togo. Notre bureau a un mandat double. En l'occurrence, appuyer nos pays à accélérer la capture du dividende démographique par le biais d'investissements conséquents dans tous les domaines, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la création d'emplois productifs, mais également dans le domaine de la santé et la gouvernance socio-économique. La deuxième composante de son mandat stratégique, c'est effectivement d'appuyer l'accélération de l'intégration régionale. Et nous faisons ça tout en appuyant l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Vous tous et toutes, vous connaissez ce que ça veut dire. Alors, grosso modo, nos réalisations phares s'articulent autour des points suivants, des domaines suivants. En Afrique de l'Ouest, nous avons à ce jour 13 pays qui ont ratifié la ZLECAf. C'est un nombre important. Si on compare au niveau même de l'Afrique, il ne nous reste que 2 pays qui n'ont pas encore ratifié. Une fois qu'ils ont ratifié, nous les avons accompagnés à mettre en œuvre cet accord par un appui conséquent à chaque pays pour la formulation des stratégies nationales de ZLECAf. Nous avons aidé à ce jour 8 pays à formuler sa stratégie et aider la CEDEAO à formuler une stratégie régionale pour la ZLECAf qui accompagne, qui stimule les stratégies nationales. Pourquoi ces stratégies? Ça permet aux pays d'identifier les secteurs prometteurs sur la base de leurs avantages comparatifs pour propulser leur participation effective et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de la ZLECAf. Ces pays-là sont le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, on a également la Guinée, l'autre pays c'est Guinée-Bissau, mais ça n'a pas encore finalisé, le Libéria, le Nigeria. Et chaque pays, quand vous le voyez, il y a vraiment des avantages comparatifs. L'accent est mis sur la création de valeur ajoutée. Il y a des pays qui ont mis l'accent sur l'agriculture, l'agrobusiness et comment transformer les produits agricoles. D'autres qui ont rajouté le tourisme, le transport, l'art et la culture. Toutes choses égales par ailleurs, l'idée c'est de dire comment un pays déterminé, vu ses avantages comparatifs, peut bénéficier au mieux de la ZLECAf. Nous appuyons également nos pays à formuler des plans nationaux qui leur permettent d'organiser, d'articuler leur développement dans les années qui viennent. Bien entendu, quand on dit plans nationaux, ça s'inspire de la vision du pays. Le pays comme le Niger est en train de finaliser son plan national pour les 5 années à venir pour pouvoir articuler les impératifs de transformation structurelle de ses économies, la valeur ajoutée à créer. Quand on dit transformer une économie, ça veut dire qu'on passe de la production agricole brute, matières premières non transformées, exportées comme telles, à une production où la valeur a été rajoutée. Il y a des chaînes de valeur qui se créent. Tous les pays qui se sont développés grâce à la production nationale, à la création de valeur ajoutée nationale. Eh bien, c'est le chemin assuré par nos pays et nous sommes en train de le faire. Le Nigeria, pareil, et d'autres pays sont en train de le faire, mais une réalisation phare, c'est la vision 2050 de la CEDEAO que nous avons développée. C'est une marque de confiance de la CEDEAO. Parce que quand on dit la vision 2050 de la CEDEAO, c'est vraiment le document phare par excellence qui va orienter toutes les interventions que la CEDEAO fera dans les années qui viennent jusqu'en 2050 pour propulser pas seulement l'intégration régionale et partant le développement des pays. Cette vision 25 a été non seulement approuvée par les experts de haut niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire des 15 pays, mais également par le Conseil des ministres. Vous savez, il y a une politique, un processus politique
d'adoption et de validation. Et enfin, après que le Conseil des ministres l'ait adopté en novembre, ça a été endossé, adopté officiellement par les chefs d'État en décembre. Ce qui vraiment montre la qualité du document, ce qui également montre le statut stratégique de ce document, parce que ça va propulser, voire orienter les différentes interventions sous-régionales, lesquelles sont la condition sine qua non pour le développement des différents pays. D'autres réalisations que j'aimerais bien mettre en avant, c'est au niveau également de tout ce qui est appuyé, pas seulement les pays, mais les organisations intergouvernementales. Les appuyer à vraiment s'inscrire dans une perspective de cadre macroéconomique sain. Sans le cadre macroéconomique sain, dans un contexte de Covid, ces organisations et par ricochet les pays qu'ils appuient ne pourront pas du tout se lancer dans un processus de développement. L'ALG, vous connaissez l'autorité du Liptako Gourmand, nous les avons aidés à avoir ces cadres macroéconomiques sains pour qu'ils puissent vraiment mobiliser les ressources, y compris domestiques, et répondre à certains cris de développement. Nous avons également appuyé IMOA dans ce cadre-là et tant d'autres. Un élément que je voudrais vraiment mettre en avant quand on parle de réalisation, c'est également tout ce qui est Covid, la réponse au Covid. Nos pays ont fait face subitement à une exigence de réponse. Ils n'étaient pas préparés, parce que personne n'a préparé ce Covid. La première chose que nous avions faite, c'est d'effectuer une étude macroéconomique sociale pour comprendre et mieux appréhender les effets de Covid. C'était au niveau régional avec des spécificités nationales. Une fois qu'on a eu cette étude, on a eu les méga-trends, on a eu une vision de ce que Covid allait être. Et ça nous a informés, ça nous a permis d'articuler des réponses spécifiques au pays, d'articuler des réponses qui permettent au pays de pouvoir vraiment y répondre. Ça veut dire que ce soit Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit Ghana, etc. Chaque pays a eu à soumettre une requête à la CEI, à notre bureau, et on les a appuyés. On a, si vous voulez, la photographie des effets de Covid socio-économique, macroéconomique au niveau régional, les effets de ruissellement de cela au niveau national, on les a appréhendés et pouvoir maintenant articuler, définir des réponses pour les pays. Eh bien, on le fait par différents plans. Autre chose qui est, et je vais m'arrêter là, qui est éminemment important, c'est également l'appui dans le renforcement des capacités. Renforcement des capacités pour que les pays puissent mieux mettre en œuvre leur programme. Renforcement des capacités pour que le pays puisse faire une sorte de planification et de mise en œuvre intégrée, qui lui permet de dire si j'ai ces documents de planification, je dois finaliser ces politiques, je dois les mettre en œuvre. Quelle est la relation entre ce que je suis en train de faire et ce qui se passe au niveau régional et ce qui se passe au niveau international? En l'occurrence, l'agenda 2030. Tous les pays ont signé l'agenda 2030. Mais la manière dont ils mettent en œuvre cet agenda 2030 ne leur permet pas d'appréhender les efforts qu'ils font. Eh bien, la CIA, nous avons créé ce qu'on appelle un outil intégré de planification et de reporting qui est lié aux efforts, c'est-à-dire le cadre de planification du pays et qui prennent en compte les exigences de mise en œuvre de l'agenda 2030. Nous l'avons fait pratiquement dans plus de 10 pays sur 15. Les 5 pays sont en train de bénéficier de l'effort de formation. Toutes choses égales par ailleurs, ça permet de renforcer la capacité, l'expertise de ces pays à pouvoir planifier de manière conséquente, mais à pouvoir intégrer l'exigence et l'impératif de ces agendas dans le processus de planification. C'est quelque chose qui leur permet, je veux dire, de mieux planifier et de mieux utiliser les ressources. Dernière chose et non des moindres, et je vais vous laisser, peut-être vous pouvez poser des questions, c'est tout la problématique de la population, la problématique de démographie. La sous-région Afrique de l'Ouest est une sous-région où la population est extrêmement jeune. Ça constitue plus de 70% dépendant des pays de la population, les jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des implications en termes politiques, en termes de besoin de créer de l'emploi productif, pas de l'emploi informel, pas de l'emploi subsidiaire, etc., mais des emplois productifs. Eh bien, on ne peut pas leur fournir des emplois productifs. Ils ne peuvent pas accéder à ces emplois s'ils ne sont pas bien formés. Investir dans la formation de qualité,
les nouvelles technologies et j'en passe, constituent la clé de voûte de vraiment booster le capital humain par le biais de l'investissement dans ces jeunes qui constituent la majorité. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a utilisé ce qu'on appelle démo économique, c'est-à-dire la corrélation entre la démographie et l'économie. Et en quoi cette corrélation-là peut être utilisée pour informer la formulation des politiques et l'allocation des revenus. On a formé donc les différents pays de la sous-région 15. On a organisé ce qu'on appelle les transferts des comptes nationaux, qui est une méthodologie qui nous permet de créer les comptes satellites pour pouvoir intégrer cet aspect démo-économique, c'est-à-dire l'aspect démographie et l'économie, cette corrélation dans les comptes. Parce que les comptes nationaux que nous avons de manière conventionnelle, qui informent notre processus macroéconomique et nos politiques de développement, ne prennent pas en compte ces dimensions-là. Donc prendre en compte la dimension population dans des comptes nationaux de transfert permet aux États de mieux planifier, de mieux répondre aux besoins de la jeunesse, de pouvoir planifier à long terme, de se dire dans les années qui viennent, nous allons avoir 2 millions de jeunes qui attendent, qui doivent être formés. Dans 2 ans, notre population va être multipliée par 3. Ça a des conséquences au niveau de ça a des conséquences au niveau du taux de dépendance. Ça veut dire que ces jeunes-là, n'ayant pas l'emploi, n'étant pas à l'école, dépendent d'une petite portion de la population qui travaille et qui a un salaire minimal. Ça a des conséquences au niveau de développement, ça a des conséquences au niveau politique, ça a des conséquences au niveau de sécurité. Quand on a des jeunes qui ne font rien, qui n'ont aucune perspective, on peut savoir et deviner ce qui peut suivre. Eh bien, ce processus, ce programme constitue à les former, c'est-à-dire les planificateurs, les statisticiens. On a créé les observatoires nationaux de démographie de population, à pouvoir travailler ensemble et planifier, répondre à ces exigences et impératifs de la jeunesse. Et ça va continuer du 21 au 25. On a cette formation encore pour pouvoir intégrer les problématiques, l'exigence, l'urgence, les investissements nécessaires dans le budget national. Vous le savez, une chose est d'avoir une politique. Mais si la partie finance publique ne suit pas, vous ne pouvez pas les mettre en œuvre. Eh bien, on a travaillé avec eux sur les politiques, on va travailler avec eux sur le budget, de telle sorte que tout le processus de budgétisation qui commence dès maintenant jusqu'à fin novembre, décembre, intègre ces exigences et ces impératifs de démographie dividende par l'allocation des budgets. Allocation des budgets pour création de richesses pour eux, allocation de budget pour l'emploi pour les jeunes, etc., etc. Voilà de manière ramassée quelques éléments de certaines de nos réalisations. Nous allons vous présenter en détail, mais vous tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, vous avez été au courant de tout ça. Et il me plaît de vous dire encore merci. Mais on va continuer maintenant parce que tout ça, ce qui a sous-tendu la rationalité de ça, c'est de dire nous avons une stratégie de la gestion des connaissances et également de la communication de ces connaissances-là. La communication de notre intérêt. Vous savez, un pays qui est de l'autre côté du monde peut voir nos produits. Mais le pays a énormément de défis à régler. Les fonctionnaires de haut niveau ont énormément de choses à faire. Peut-être il ne leur vient pas à l'idée de se dire « Ah, la CIA m'avait aidé l'année dernière. Ce problème que j'ai, la problématique urgente que j'ai, peut-être la CIA a les moyens de m'aider. » En disséminant l'information, en faisant ce qu'on appelle en anglais « outreach », on va aller là où les autres ne sont pas. Vous allez pouvoir prendre le document, tourner ça en 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, qui est absorbable par un non-technicien. Que quelqu'un qui est là, qui se dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire ?» pour répondre par exemple à une urgence sur le plan macroéconomique, à une urgence sur le plan de la planification pour les ODD. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un journaliste de votre niveau, aguerri, qui connaît le domaine économique, prend ce document avec une réflexion ex ante et pouvoir donner à nos pays ce dont ils ont besoin. Et c'est ça en fait de quoi participe votre rôle que voilà, un rôle et une contribution ô combien importante que nous saluons. Alors madame, peut-être une dernière question. Oui. Qu'est-ce qui sera fait au juste au cours de cette rencontre? Au cours de cette rencontre, nous allons faire 2 choses. Nous allons nous engager sur voilà ce qu'on a fait. Mais voilà ce qu'on a fait, c'est une seule chose. Comment nous l'avions fait et comment vous pouvez participer au mieux à les disséminer, c'en est une autre. Un élément relatif à ça, c'est de dire, mais quelle est la stratégie la meilleure que nous pouvons adopter avec vous, que vous pouvez adopter pour mieux prendre en compte et mieux disséminer
déconstruire, reconstruire ces informations-là. Parce que vous avez votre plume. Et la plume, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Vous pouvez l'utiliser d'une manière digeste. Vous pouvez l'utiliser d'une manière accessible. Vous pouvez écrire en ex-ante pour pouvoir aller et l'envoyer au plus haut niveau pour que les gens puissent pouvoir l'acquérir, se l'approprier. Donc il y a manière et manière de diffuser l'information. Il y a manière et manière d'écrire sur les politiques économiques. Eh bien c'est cela que nous voulons faire ça ensemble avec vous, pour encore revisiter ensemble cela et de pouvoir adopter des moyens encore plus efficaces, plus stratégiques pour y parvenir. Le deuxième point éminemment important, la CIA, comme vous le savez, chaque année organise ce qu'on appelle une réunion statutaire. La réunion statutaire, c'est une réunion des ministres de l'économie, des finances et de la planification. De tous les pays africains, 54 pays que la CIA couvre. Nous couvrons 15 pays parce que nous couvrons l'Afrique de l'Ouest. La CIA en tant que telle couvre 54 pays. Ces pays, pendant cette réunion-là, les ministres vont venir. Et chaque année, on discute d'un thème. Cette année, le thème, c'est le thème de financer le développement de l'Afrique. Et quel renouveau, c'est-à-dire des approches novatrices. Nous voulons avec vous saisir cette opportunité pour discuter, quels sont les impératifs de financement, les besoins de financement des pays. Parce que la CIA, c'est une organisation immense, mais on a des régions. Nos besoins peuvent être spécifiques à nous, de par notre positionnement, de par nos problèmes en tant qu'Ouest africains. Vous, les journalistes économiques, vous devez être à même pour pouvoir réfléchir sur ces impératifs-là et de dire, puisque nous nous engageons toujours avec nos pays, nous discutons de ce développement. Voilà grosso modo ce que nous pensons être les priorités du développement. Comment pouvoir y répondre? Quels sont les moyens de pouvoir mobiliser les financements domestiques? Est-ce qu'il y a la possibilité ici en Afrique de l'Ouest, de mobiliser ces politiques domestiques? Parce qu'attendre l'extérieur n'a jamais permis à un pays ou à un continent de se développer. Cette réflexion-là sera éminemment importante et nous voulons que ça vienne de vous.